Bonjour et bienvenue dans ce 54e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et l'architecture des technologies.net. Nous sommes aujourd'hui en mars 2019 et nous allons vous présenter l'environnement de travail des développeurs chez Microsoft sur le campus à Redmond. Donc je vous invite peut-être à ceux qui nous écoutent, peut-être essayer de voir un peu sur la vidéo. Vous aurez certainement beaucoup plus évidemment d'illustrations, d'images et vous allez pouvoir consulter les paysages que Microsoft va pouvoir nous proposer aujourd'hui. Située au nord-ouest des États-Unis, Seattle est la 15e plus grosse agglomération des USA, avec 3,5 millions d'habitants, dont 750 000 dans la ville. Fondée au XIXe siècle, Seattle rend hommage au chef amérindien Seattle. Bon ben voilà les copains, on est arrivé à Redmond. Je propose peut-être de faire un tour du campus et on va essayer de voir comment les développeurs travaillent au quotidien, comment ça se passe pour eux, comment ils vivent, comment ils mangent et avec quel matériel ils travaillent et comment tout ça se passe. Ça va ? Sous le ciel bleu. Sous le ciel bleu, ouais. Je suis curieux de voir ça en fait. Allez, à tout de suite, on y va. Nous sommes ici au nord-est de Seattle où en 1985, le siège social de Microsoft a été transféré de Bellevue à Redmond, avec à l'origine 6 bâtiments répartis sur 120 hectares et près de 800 salariés. Depuis, il compte maintenant plus de 120 bâtiments, représentant près de 700 000 m² sur plus de 200 hectares, avec pas moins de 44 000 salariés et plus de 110 000 dans 830 sites répartis sur 120 pays. Ça fait maintenant 2 ans que Microsoft a concrétisé son projet de cabane dans les arbres pour faire des réunions. C'est un espace de réunion perché dans un arbre. En effet, on retrouve ici 3 cabanes, donnant ainsi l'impression d'un havre de paix pour se couper du monde. Mais détrompez-vous. Cet espace est doté de Wi-Fi, de prises électriques et permet aux salariés de venir travailler sereinement. Sur le campus de Microsoft, on retrouve aussi un lieu qu'on appelle les Commons. Sur les Commons, en fait, on va retrouver une banque, des agences postales, des cafétérias, des boutiques, un coiffeur. On va retrouver tout ce qui pourrait être utile aux salariés pour qu'ils se sentent super bien sur le campus. Allez, venez, on va faire un tour pour aller voir ça. Et le campus a de très nombreux espaces verts avec une série de terrains de sport. On y retrouve des terrains de soccer, de football américain, de basketball, de cricket, des parcours de jogging, des piscines, des salles de sport. Alors en fait, à Microsoft, il y a un endroit qui est vraiment public, qui est ouvert à tout le monde. C'est ce bâtiment ici, on est au bâtiment 92 et il y a un Microsoft Store. Donc les employés peuvent venir acheter des choses, mais aussi le particulier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a été refait très récemment. Donc si vous avez déjà vu des boutiques, en tout cas à Londres, aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Effectivement, en France, on ne connaît pas de boutique Microsoft, mais peut-être que ça viendra un jour.
Juste en face de la boutique, maintenant, il y a un centre un musée. Voilà, on voit plutôt ça, un petit musée de Microsoft où en fait ils vont exposer les différents produits qu'ils ont faits. Il y a des prototypes ici qu'on pourra voir, c'est une prototype de Xbox. Il y a un endroit, une zone de jeu où en fait c'est vraiment Xbox. On va retrouver des simulateurs de jeux vidéo. Là-bas, il y a un simulateur de voiture qui est tout au fond. On va retrouver même les produits Surface. Il y a une Surface, enfin la table Surface qui date d'il y a quelques années. Si vous n'avez jamais vu les Surface Hub, il y a 4 Surface Hub avec ce qu'on appelle les reconnaissances de visage, où vous pouvez vous amuser à connaître votre âge selon les intelligences artificielles qui sont positionnées derrière. Donc c'est assez rigolo. Donc c'est vraiment un endroit de détente où tout le monde peut venir. Faut-il encore arriver à Seattle? Alors ici vous êtes face à l'Alter 8800. C'était le premier ordinateur sur lequel Bill Gates et Paul Allen ont travaillé. Et ici c'est la première équipe en 1975 qui a travaillé sur le BASIC avec Bill Gates et Paul Allen. Un truc génial quand on se trouve sur le campus de Microsoft, c'est lorsqu'on doit se déplacer dans cet immense campus, on a la possibilité d'avoir accès à ce qu'ils appellent des shuttles, donc des petits taxis, des voitures. Et pour commander ces voitures, ces shuttles, on a une application. Il suffit de venir sur cette application, on choisit simplement le point de départ, le point d'arrivée, le nombre de personnes, et on a directement après, à la Uber, un système qui vient nous signaler où on doit, comment on doit aller, où on doit attendre et la voiture qui se déplace et qui nous emmène directement gratuitement d'un point à l'autre. Donc ça prend 5 minutes, c'est très pratique et ça nous permet d'arriver à notre rendez-vous. On va pouvoir rencontrer notre interlocuteur suivant qui est David. Je vais te montrer mes bureaux. Donc ça c'est le Studio C, tu vois, c'est là où on développe HoloLens notamment et Babylon.js. C'est pas loin des commandes, on peut vraiment y aller à pied après pour aller manger, il n'y a pas de problème. Tiens, on va se passer là. Donc il va falloir. Vous avez des badges? Il va falloir qu'on fasse des badges de sécurité. Hello. I may need some badges, please. Salut, je m'appelle David, David Catu, je dirige l'équipe Babylon.js chez Microsoft. C'est une équipe donc, de 9 personnes dont l'objectif est entièrement dévoué à supporter un projet open source. C'est-à-dire que le moteur 3D est open source, disponible sur GitHub. Et on a une équipe ici avec des designers, des graphistes, des artistes, des développeurs pour supporter le projet. Donc bienvenue au studio. Les studios, actuellement le studio C. C'est ici notamment, on va développer HoloLens. Vous voyez qu'il y a un gros Kakemono sur HoloLens 2. Au rez-de-chaussée, vous allez également retrouver certaines apps, dont l'application photo, l'application vidéo et Babylon.js. Voilà, on est là également. Donc là-bas, tu as la pause café, tu vois. Au milieu, c'est un espace qui est super joli parce que tu vois, c'est ouvert avec une grande verrière et tu peux venir travailler, te poser là. On fait souvent des réunions et les meetings ici en fait. Les bâtiments ne sont pas tous les mêmes. Non, les studios ne sont pas tous les mêmes. Les 4 principaux studios, c'est-à-dire ABCD, sont sur cette forme-là, à savoir un grand axe central de lumière et puis des bureaux sur les côtés, avec une petite pause café. Et les autres studios sont un peu différents. Pourquoi ces studios? Je ne sais pas l'histoire, je ne connais pas l'histoire. Initialement, il y avait les studios de jeux vidéo ici, il y avait Xbox également. Donc Xbox est au studio B maintenant. Donc c'était peut-être à cause de ça, mais en fait, dans l'absolu, j'en ai pas la moindre idée. Et dans un bâtiment, il y a combien de développeurs ou de personnes? Je dirais aux alentours de 1000. Ah oui, dans un seul bâtiment? Dans un seul bâtiment. Mais tu as 4 étages, tu vois, et sur chaque étage, il y a des ailes en fait, qui partent de chaque côté. C'est quand même de très gros bâtiments. Hein. On ne se rend pas compte. Hein. Mais tu vois, juste l'équipe rez-de-chaussée où nous on est, qui s'appelle l'équipe OMG, Office Media Group. Donc c'est tout ce qui est média pour Office. On doit être 250, tu vois. Juste l'application photo, vidéo et Babylon, tu vois. Donc là, on va aller dans les bureaux de Babylon. Donc tu posais la question, Denis, comment est-ce qu'on s'organise son temps de travail? Ouais. Alors le temps, il n'y a pas de présentiel en fait. Et là, donc ici, pour les équipes de développement, comment ça fonctionne? Les PM vont discuter en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et ils les affectent à des développeurs. Et après, il y a 2 écoles. Il y a une école très majoritaire
que tu vas certainement connaître, qui consiste à dire, pour chaque tâche, on va te dire, il faut que tu les fais en tant de temps. Ça, c'est défini par le PM ou par le groupe? Ouais, le PM, les PM ne sont pas sous les développeurs. Donc il y a un chef des PM et un chef des développeurs par équipe. On appelle ça PM lead et un dev lead. Okay, donc après, l'affectation des tâches et leur priorisation se fait entre les dev lead et les PM lead. D'accord. Et après, les développeurs prennent la tâche qui leur est affectée. Tu arrives le matin. Alors le matin pour un développeur, c'est vague. Hein. Ça peut être à 11h, tu vois. Par contre, ils vont rester là très tard. Ou très tôt. Moi, j'arrive très tôt. Par contre. Et voilà, on va te dire, tu as 3 jours pour le faire, voilà, donc après tu te débrouilles. Si tu l'as fait en 10 minutes, eh bien super, hein, soit tu passes à la suite, soit tu as du temps pour toi. Et ça, c'est donc une approche où on va faire une estimation par tâche. Chez Babylon.js, on a une autre approche. C'est une école du courant agile, je ne sais pas si vous suivez un peu ça, c'est le no estimate. On ne fait pas d'estimate. C'est-à-dire qu'on a des tâches à faire. Et chaque développeur est libre de la faire comme il veut. C'est-à-dire que je ne vais pas lui demander. On a une énorme estimate qui est, par exemple, fin avril, on va livrer la version 4.0. Mais depuis qu'on a commencé la version 4.0, donc fin octobre de l'année dernière, les développeurs ont des tâches à faire dans mon équipe, mais je ne leur dis pas, tu as besoin de la finir pour lundi. Tu l'as fini quand tu l'as fini. Et donc c'est une confiance qui se fait avec les développeurs. Donc il faut bien expliquer ça au début. Par contre, c'est un énorme avantage. Ils sont beaucoup plus motivés et ça développe un sens de on appelle ça ownership. C'est-à-dire qu'ils vraiment ils ont le sens que c'est eux qui ont fait l'estimation finalement parce qu'il va regarder de lui-même pour quand est-ce qu'il peut le finir. C'est lui-même qui va également définir les tâches à effectuer dessus. Et du coup, ce dièse no estimate, si tu regardes sur les forums agiles, c'est quelque chose qui commence un peu à prendre du mouvement parce que finalement, on est moins des esclaves d'un choix qui a été fait par quelqu'un d'autre. Et plus on te dit, voilà, aujourd'hui, il y a des tâches à faire. Parmi ces tâches-là, celle-là a été affectée à toi. Tu vas en prendre possession. Donc tu vas la développer, la faire fonctionner, etc. Mais sans estimation. Ouais, au niveau qualité, c'est peut-être même mieux aussi. Ah, c'est largement mieux. Parce que justement, le gars, il l'a vraiment fait comme il veut. Et après, tu as les perfectionnistes qui vont peut-être mettre plus de temps, mais on aura moins de retours de bugs, etc. Voilà. Bon, c'est pas idéal, il y a toujours des problèmes, mais voilà. Alors, si vous voulez, on peut aller vers les bureaux. Donc, il y a pas mal d'espaces en fait comme ça qui ne sont pas affectés à des équipes, mais qui sont juste faits pour être, soit tu viens te poser, soit tu viens discuter. Tu vois, il y a des murs entiers où tu peux faire des trucs. Ça, c'est mon bureau, mais je m'en sers comme salle de réunion parce que je faire attraper les gens. Et voici le bloc Babylon.js. Alors je vais switcher rapidement en anglais. Hi guys! Here are the MVPs I mentioned. They are all from France. And if you're okay, they may want to know a little bit about you, if you have a few seconds. Yeah. Sure. Everything I'm going to say is a lie. Okay. I need to translate then. Just going to do a pirate voice. That's exactly it. Donc là-bas, il y a mon bureau et en fait, on est organisé un pod autour d'un sofa central ici. So this is Justin. Justin is a developer on the feature we recently announced, Babylon.js. Donc Justin, c'est notre développeur native, yes. C'est notre développeur sur la nouvelle fonctionnalité qu'on a annoncée qui s'appelle Babylon Native. Patrick is our lead artist, donc c'est notre magicien du pixel, c'est lui qui va dessiner les logos, etc. Yeah. Ils essayent de traduire. Notre nouvelle recrue, our new hire, yeah, Jason, notre évangéliste. Nice to meet you. Hello. Pleasure to meet you. Hey there. Nice to meet you. Et donc là, vous voyez qu'on a un développeur, un artiste. I can define you as intermediate between artist and developer. Somewhere in between the Yes, critics, et le chaînon manquant en fait. Et Trevor, our developer, he's from Canada, so he's supposed to speak French. For some reason, he doesn't want. Et donc c'est ici qu'on va travailler en fait. On a le canapé ici parce qu'une fois par jour, vers 10h30, on se met là et on va faire des meetings. Les massages, je peux répéter. Questions? Questions? Ouais, les origines des uns et des autres par arriver dans un moteur 3D, tu vois ce que je veux dire? Yes. Au niveau... So, can you comment a little bit about why you ended up working on a 3D engine? And from where? I can start. Okay. I used to be a program manager on the camera team at Microsoft, and like in my spare time, I was doing a lot of just 3D development, and I was into like web development before. Like I learned Node.js, and I was doing a bunch of websites. And then as I wanted to do more 3D stuff, I wanted to use like the web knowledge that I had
with the 3D knowledge that I had and like started building stuff that way. And then I did a hackathon, like at Microsoft there's like 1 week hackathons, which is like where a bunch of people come together and build something just for fun. And I found a team that was using Babylon, and I found out Babylon was here. And I was like, oh, I do a lot of stuff in my spare time, so I want to just do it like as my full-time job. And so I found David and kind of joined the team. Translation? No? Perfect. Excellent. So I came almost kind of the opposite direction from Trevor. I came up through native technologies, HoloLens, and computer vision type stuff. So I was doing that, and as the 3D landscape here at Microsoft was evolving, Gary who works over there, reached out to me to come help with the Babylon Native project. I'm actually very new to web technologies, so I'm still discovering a lot about that. But I started learning about Babylon. Babylon is super cool, and I thought it'd be a great thing to be a part of. Cool. Perfect. I came from a 2D and 3D art background, and so I've been working in game engines and worked with HoloLens doing a lot of UI and animation for Skype for HoloLens. And so there's an interesting intersection of user experience, user interface, and 3D immersive graphics that is not common yet. So we had a lot of interesting problems to solve about how do you have UI in 3-dimensional space that people can walk around. And so I've been in the 3D space and computer vision and HoloLens here for a while, and then David's team reached out to me to get some help with creating some PBR assets so that they could test out their engine, make sure everything was rendering. And so I saw what they were doing, and I'm like, you know, this team is really awesome in what they're trying to do and how they just go after it and say, this is where we want to be and this is how we have to get there, and we're just going to go and do it. And so I saw the team and I was like, this is really something I just want to be a part of. So I moved my art expertise over to David's team. And my background is predominantly in the computer animation industry. I worked at Disney and DreamWorks Animation for about 10 years. And for me, there's a big passion alignment between just the world of 3D, 3D, and storytelling. And so I kind of found this team kind of my happy place is being in and around 3D objects and 3D scenes and moving through 3D spaces virtually. And that's a very just comfort, satisfying place for me. And then to think that we could use an engine that's free and open source to allow people to tell stories with it is a very personally enticing journey for me. So that's kind of my draw to here. Perfect. No other question? Okay, thank you guys. Thank you. Thank you. Yeah, thanks for popping by. Absolument, tu vas mon clavier quoi. Ouais, c'est pour Franck ça, le clavier. C'est sous code? Ouais, je fais que du code. Non, le VS Code. Ouais, je lance jamais le studio. J'aimerais même te faire un candidat là-dedans. C'est ça? Perfect. Ok. Alors nous, on a un produit. Du coup, on est une des rares équipes où il n'y a pas de PM lead et de dev lead. C'est moi qui fais ce rôle-là. Et en fait, c'est une équipe où il n'y a pas de PM ou de dev séparés. Ils sont tous dans le même groupe. Donc tu vois, Patrick et par exemple Jason vont être dans la partie design, mais ils sont sous moi. Trevor, Justin, Gary, Seb en France, ils vont être développeurs sous moi. Et on a un PM ils sont tous les deux à la GDC en fait aujourd'hui là. Et bien ils sont aussi sous moi. On n'a pas une double chaîne, parce que je trouve que la double chaîne est un peu pénible en ce sens que c'est tout le temps des négociations, tu vois. Ils n'ont pas un intérêt commun au final. Alors que quand tu es tous sous le même groupe, sans avoir deux branches parallèles, ça permet de prendre des décisions relativement vite en fait. Les interactions avec les autres teams, Office, tout ça,
ça bouffe du temps, c'est parce que ça va être long, tu dois Ah ouais, ce qu'ils ont besoin, est-ce que toi tu peux apporter, tu vois, cette nous, connexion? on existe essentiellement, le groupe Babylon existe pour justement Microsoft, la bonne raison qu'on est utilisé dans plein d'applications first party, tu vois, SharePoint, PowerPoint, Ah ouais. etc. Ouais. Donc leurs besoins, c'est un peu notre raison de vivre, si tu veux. Donc, mais par contre, on fonctionne en open source, c'est-à-dire qu'ils vont venir sur le GitHub, créer une issue. Vraiment? Ouais, vraiment, tu as SharePoint qui va venir en disant nous on a besoin de ça, tu vois, tac. Et du coup, nous on va la prioriser super haut évidemment dans notre liste des tâches. Attends, c'est énorme. En fait, ils vont aller sur GitHub eux-mêmes, publiquement, entre guillemets. Ah ouais, bien sûr. Ça c'est la contrainte, c'est le prix à payer pour utiliser Babylon.js, tout doit être public. Ah, c'est excellent. Donc quand PowerPoint a un petit souci de perf sur un truc, ils vont venir créer le repo sur le GitHub, comme ça tout le monde voit C'est super. ce qui se passe. Et pour le coup c'est transparent, tu vois, il n'y a, pas de truc caché. Vous utilisez GitHub pour tout ce qui est Pour code. tout. Donc, t'as le canal, c'est Tout. GitHub. Tout. Les builds sont faits à ce moment-là dans un Azure DevOps. Non, Ça va. dans Travis. Ah ouais. Ouais. On a zéro truc caché, vraiment tout est ouvert. Même la build, les tests, le linting, les checks de documentation, les nightly, tout est public. Donc tu peux à n'importe quel moment aller voir que cette pull request elle a généré cette build qui a pété à cause de ce test là. Tout le monde peut le voir ça en fait. Ça, c'est propre à Babylon.js. Alors ça c'est vraiment très très à part chez Microsoft effectivement. La plupart du temps les équipes vont tous fonctionner en interne avec des trucs closed, à savoir DevOps, Azure DevOps. Nous on est un peu à part parce qu'on est vraiment dans une philosophie au contraire c'est de l'open source. Et c'est ce qui plaît pas mal et que moi j'essaye de pousser un peu dans les autres équipes en disant pour le coup c'est la perception que tu as de Microsoft, il n'y a rien de caché quoi. Ah ouais. Tu vois, si on développe quelque chose dans Babylon.js, là on a des nouvelles features. Donc on va fermer la 4.0 en avril, donc on est vraiment en train tu vois, de régler les derniers détails là. Et on commence déjà à discuter des versions suivantes. Et dans les versions suivantes, par exemple Adobe se sert pour Adobe Dimension se sert de Babylon.js. Donc ils nous ont eux-mêmes ouvert une pull request en disant voilà on aurait besoin de ça pour la future version de Babylon, de Adobe. Donc nous on va commenter avec eux en disant ouais ça tombe bien, d'autres utilisateurs en ont besoin. Et une deuxième pierre angulaire de notre philosophie, c'est les bugs. Chaque développeur ici, vu qu'on est sous le mode agile no estimate, ils n'ont pas une date butoir pour shipper une feature. Okay, et ça a un énorme avantage parce que ça va de corollaire avec une autre chose que je leur demande, c'est que je ne veux pas qu'un bug reste en vie plus de 24 heures. On appelle ça le time to death. Le time to death d'un bug, donc le temps pour qu'un bug de mourir, doit être inférieur à 24 heures. Aujourd'hui, on est à 20 heures. C'est-à-dire que si toi, Denis, tu viens sur le repo et tu dis « Hey, j'ai un bug, voilà le repo », nous, on s'engage à ce que dans les 24 heures qui suivent, tchac, le chrono démarre, Et vous faites des releases tous les jours. Ah oui, c'est ça. On a une nightly, on appelle ça la nightly, donc je viens de la faire. Là, pendant que vous étiez en train de me filmer, j'ai pushé la nightly. Elle venait de se finir de se compiler. Et donc, toi, Denis, je te garantis que d'ici 24 heures, tu auras une nouvelle version de Babylon.js fraîche qui fixera ton bug. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça? Vu que les développeurs ne sont pas contraints à shipper une feature dans un temps normal, ils vont arrêter le dev qu'ils sont en train de faire, ils vont le shelver, ils vont le mettre sur étagère dans le repro, prendre ton bug, le fixer et reprendre leur boulot. Tu vois, et du coup, on est, j'allais dire sur du zéro bug, c'est pas vrai, mais on est vraiment sur du minimum bug. Quand on se compare à n'importe quelle autre équipe ici, les mecs ils ont 60 jours de TTD, de time to die. C'est-à-dire que parce qu'ils ne peuvent pas arrêter la feature sur laquelle ils sont en train de faire, parce qu'il y a une attente de tout le monde sur cette feature-là. Nous, on fonctionne en reverse. Et ce que j'essaie de pousser en interne, c'est vraiment quelque chose que c'est ma croisade actuellement, c'est d'essayer de leur convaincre que comme ça, un utilisateur est beaucoup plus heureux, même s'il y a moins de fonctionnalités, si son application marche, plutôt que de shipper de la fonctionnalité, mais à chaque fois que tu veux te servir quelque chose, il y a des bouts qui ne tiennent pas, etc. Et la réactivité, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Et du coup, c'est pour ça que Adobe a choisi un projet open source pour faire son moteur 3D, alors qu'ils auraient très bien pu le développer eux-mêmes, c'est pas quelque chose qui aurait pu leur faire peur, mais on les a rassurés sur le fait que on fixe les bugs hyper vite, qu'on est hyper réactif, et du coup, voilà, c'est comme ça également que nos produits en interne fonctionnent. Quel est l'intérêt de Microsoft de faire ce genre de produit, de passer tous les produits en open source? Tous en open source, je sais pas, mais tu vois, des frameworks par exemple, ils sont déjà open source plus ou moins. Si tu regardes VS Code, TypeScript, Babylon, le .NET. Mais justement, quel est l'intérêt de Microsoft? Il y a une confiance. Il y a une confiance, une image, une perception. Aujourd'hui... Ils perdent en quelque sorte leur code, je veux dire, dans le futur. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire de perdre le code? C'est ça, je sais pas. Aujourd'hui, je pense que la guerre des trolls et des patentes, c'est terminé. On va faire peut-être du patent sur de l'hardware, mais sur du software, déjà c'est compliqué à faire. C'est facilement
verrouillable. Et du coup, au final, tu gagnes également quand même une armée de testeurs. Nous, à chaque fois qu'on ship une nightly de Babylon.js, je sais que j'ai des dizaines ou des centaines de personnes qui vont pouvoir le tester et du coup vont augmenter la qualité. Et donc au final, quand SharePoint va se servir de ça, ben, eux, ils savent qu'ils sont assis sur un framework qui a été vachement testé. Beaucoup plus que s'il était closed source au final. Parce que closed source, ça va dépendre de toi, de tes capacités en termes d'entreprise, de pouvoir faire de la QA et d'avoir assez de gens qui testent. Ouais. Tu ne vas jamais pouvoir rivaliser contre toutes les personnes qui sont sur notre GitHub, qui vont tester tous les jours, qui vont prendre les dernières builds, tu vois. Et peut-être de tomber sur un mec qui a une idée formidable et puis qui l'a poussé. Ou qui va même la fixer. Ouais. Ça arrive moins fréquemment, mais ça arrive qu'un utilisateur vienne pousser un fixe, quoi. Et tu vois, on a des cas, par exemple dans la release 4.0, on a un gars qui nous a fait le motion blur, gratos. Donc le fait que quand tu bouges un objet très rapidement, il laisse une traînée derrière lui parce qu'on simule la pellicule, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes développé. C'est dans la version 4.0, ça vient de la communauté, ouais, donc gratuit. Il y a des perles... Oui, voilà. Après bien sûr, le ratio n'est pas aussi élevé. Mais juste pour ça, ça vaut le coup, quoi. Parce que sinon, si j'avais voulu faire ça, il aurait fallu que j'y mette un développeur dessus et qu'on fasse tout le tremblement, alors que là, bon... Et là maintenant, combien d'utilisateurs dans le monde au niveau de Babylon? Combien d'utilisateurs dans le monde au niveau de Babylon? J'en ai absolument aucune idée, mon petit. Aucune idée, mais parce que c'est un projet open source. Si ça se trouve, toi, tu utilises Babylon.js, je ne le sais pas. Comment puis-je le savoir? Alors, pour la petite histoire, c'est amusant, c'est quelque chose qui me stresse, moi, ça, parce que j'aimerais bien savoir quand même. Donc, j'ai pingé les équipes de Bing, puisque Bing crawl le web pour faire des moteurs de recherche. Hein, il faut bien crawler une partie du web, et en leur disant, bon les gars, si vous détectez JavaScript, Babylon, dites-le moi. Sauf que c'est pas aussi simple. Dans la page HTML, ils peuvent effectivement trouver le script qui pourrait référencer potentiellement Babylon.js, mais dans la plupart des cas, les développeurs, ils font pas ça. Quand ils bossent avec Webpack ou Angular, ils bundlent un machin qui s'appelle toto.js, hein, puis va t'en savoir qu'il y a Babylon là-dedans, quoi. Donc bon, la piste Bing n'a pas été une bonne piste. Donc du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut savoir? Je vais proposer à la communauté de mettre un tracker Google Analytics à chaque fois que Babylon va se déclencher. Ouais, donc là, ça a été... ils y ont été au lance-flamme, Microsoft, donc non, mais c'était une question. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui utilise Babylon.js, s'il ne me le dit pas, je ne le sais pas. Donc on a plein de partenaires qu'on connaît parce que c'est des partenaires de niveau corporate, ça va être Sony Electronics, ça va être Samsung, ça va être Bing, ça va être tous les produits internes. Tu sais, je trouve des gens en interne qui s'en servent et qui découvrent plus tard qu'en fait c'est un produit que Microsoft soutient. Pas plus tard qu'il y a encore un mois, il y a un groupe juste au-dessus de nous là qui travaille pour un projet, qui ont décidé de se servir de Babylon.js et finalement ils sont tombés sur nous à la machine à café en nous entendant parler de Babylon.js. Ah bon, vous aussi vous en servez? Ah ben on en sert plus, on le fait. Ah bon, mais on est au-dessus. Et c'était Microsoft vers Microsoft, tu vois. Donc là j'ai zéro réponse à t'apporter. Il aurait fallu un petit label Powered by... On estime qu'il y a environ 15 millions de personnes par mois qui d'une manière ou d'une autre sont exposés à Babylon.js. C'est-à-dire que ça peut être à travers des jeux. On a, tu vois, des jeux, on a un jeu qui est très utilisé en Chine et au Brésil, qui a, tu vois, je crois qu'ils ont 1 ou 2 millions d'utilisateurs par mois. C'est un jeu Facebook. Tu vois, on a des applications sur iPad ou Android qui utilisent Babylon.js pour faire du rendering 3D. Ils ont entre 2 et 3 millions d'utilisateurs par mois. Je ne compte pas Office là-dedans parce qu'Office, ça pourrait démultiplier ça. Mais après, on va avoir également des utilisateurs qui vont se servir sur notre forum ou quoi que ce soit, donc on les compte aussi, mais c'est que des approximations. La Babylon, tu l'as créé en 2013, ouais. Maintenant en 2019. Ouais. Déjà au sein de Microsoft et dans toutes les autres produits, tu saurais nous dire, comme ça de mémoire, où tu le retrouves? Alors de mémoire, chez Microsoft, on va le retrouver sur Visio, SharePoint, PowerPoint, Bing, Interactive Reader, j'en oublie parce qu'il y en a une dizaine en tout, des projets HoloLens que je ne peux pas trop citer, et on va le trouver également dans des applications comme Stream qui font pour la partie vidéo 360 dans Teams, dans OneDrive. Si aujourd'hui vous ouvrez un objet 3D dans Teams par exemple ou dans OneDrive, boum, ça va spin Babylon.js pour afficher l'objet 3D en fait. Donc en gros il y a une dizaine d'applications comme ça chez Microsoft qui s'en servent. Également on va le retrouver chez des partenariats de haut niveau qu'on a avec Adobe, donc Adobe Dimension par exemple, chez Adobe également dans la partie Data Science. On a bossé avec l'armée américaine, on a bossé avec Sony Electronics, on a bossé avec Toyota, on a bossé avec Samsung, on a bossé avec... ça c'est plutôt gros niveau. Après on a des jeux vidéo comme Edge of Ascent ou Jumpy Jumpy qui sont des jeux qui ont... alors je ne sais pas si vous connaissez Jumpy Jumpy, c'est un jeu con comme un pied, mais bon il est fait avec Babylon.js et surtout ils ont des millions d'utilisateurs par mois. C'est des jeux Facebook. Après on va le retrouver dans des trucs vraiment... tu vois, j'ai des partenaires en France qui vont faire chez Eiffage de l'immobilier. Tu vois.
et pour faire la visite d'un appartement ou l'analyse de plan, ils vont faire ça. On va le retrouver dans du médical, on a une association de dentistes au Canada qui s'en sert pour visualiser les dents. On va le retrouver en fait, et ça c'est les endroits que je connais, où je peux te dire qu'il y a. Il y a des gens qui font de l'AR, c'est un Gig.space, c'est une application qui n'existe que sur iOS où tu vas expliquer aux enfants comment marche la tectonique des plaques ou ce genre de choses en AR. Donc en fait ça utilise l'iPhone et tu peux mettre, tu vois, deux plaques continentales, tu vas les voir s'animer ou comment est-ce qu'une clé ouvre une serrure, etc. en AR. Et en fait pour le rendering 3D ça utilise Babylon.js. Donc c'est extrêmement varié. Le fait d'être open source fait que je ne sais pas où ils sont en fait. Ah, et j'ai oublié de te dire aussi, il y a Xbox, puisqu'on a travaillé avec le Xbox Gamepad et les Xbox Avatars. Donc par exemple, quand tu allais sur le site des avatars, c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'ils ont changé leur modèle économique, mais tu pouvais acheter des habits pour tes avatars. Ou quand tu commandes la manette, le Gamepad Microsoft, tu peux, tu sais, le customiser. Et donc là, il était en 3D. Ben voilà, j'espère que cette émission vous a bien plu, que vous avez pu ainsi découvrir l'arrière du décor du campus chez Microsoft, voir évidemment comment ça fonctionne au niveau des développeurs, où ça se situe, qu'on a pu vous montrer un petit peu lors de cette semaine qu'on a eu la joie de vivre au MVP Summit, donc qui est un événement organisé par Microsoft pour des développeurs. On a eu de la chance puisqu'on a terminé cette semaine avec 3 jours de soleil complet, donc je pense que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas vous avez pu visiter Microsoft avec nous, avec le soleil, et donc je passe la main à mes camarades qui vont peut-être pouvoir vous dire un mot également. Non, bah moi j'ai rien de spécial, j'espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a plu, donc c'est l'essentiel. Et puis le mot de conclusion de Tos? Non, c'est vrai que c'était formidable. Comme on en parlait ensemble, c'est qu'on a du mal à s'imaginer l'environnement de ce que c'est un développeur chez Microsoft. Et puis là, je pense qu'on a le contrat, on l'a rempli, quoi. On a montré un petit peu ce que c'était dans les bureaux. Et puis c'est juste époustouflant. En fait, on a rendu plein de jaloux là, je crois. Ouais. C'est ça qui est difficile. Bon, tu vas pas nous faire 45 minutes là-dessus? Non, je pense pas, non. Si ce genre d'émission, je vais dire, qui sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on fait habituellement sur DevApps, ça vous intéresse, n'hésitez pas, mettez un commentaire, envoyez-nous un tweet, un message, et un billet, un nouveau billet d'avion pour une autre destination si vous voulez. C'est ça. Et donc, retrouvez-nous sur Slack, vous envoyez un mail sur slack@devaps.be. Et donc on pourra, j'espère, pouvoir organiser ça encore une prochaine fois. À bientôt. Salut.